Dans cette vidéo, je vais vous présenter les premières étapes du dernier projet, qui consiste donc à reproduire un décor qui provient d'un film ou d'une série. Donc je choisis ici 2001 l'Odyssée de l'espace, c'est un décor assez connu dans le cinéma. J'ai choisi cette scène parce qu'elle va vraiment me faciliter l'explication des premières étapes qui sont en fait de retrouver une position dans l'espace d'une caméra et les réglages à faire sur une caméra pour avoir une caméra qui va correspondre à la perspective de notre image. Alors j'ai choisi donc une image dans laquelle j'ai une pièce avec des angles droits, donc les murs sont à 90 degrés, et donc j'ai deux réseaux de lignes parallèles, d'abord des lignes qui vont de ce côté-ci, qui vont pointer vers un point dans l'image qui doit se situer approximativement ici, je pense. Si je regarde une ligne là, ça pointe quelque part par ici. J'ai mon premier point de fuite qui est ici, et les murs perpendiculaires, donc le deuxième réseau de lignes parallèles, qu'on voit vraiment bien sur cette image-ci, va pointer vers l'image sur la gauche, ici, en dehors de l'image. Alors, je vais utiliser une série d'images pour vous expliquer toute une série de premières idées. Tout d'abord, notre premier objectif, ce sera de pouvoir remodéliser un block-out, de la scène en 3D. Alors, un block-out, c'est une sorte de première représentation avec des formes relativement simples de notre scène. Donc, on va essayer de retrouver les positionnements des objets, les volumes qu'ils occupent et leur positionnement, les dimensions des murs, les positionnements des fenêtres, etc. Donc avec, ici par exemple, on a un escalier, on va essayer de retrouver grosso modo la largeur, la pente de l'escalier avant de commencer à détailler les marches, etc. Si on fait ça, on va se retrouver assez rapidement avec une première scène en 3D qui nous permet de venir modéliser un à un les éléments de manière plus précise, mais avoir déjà leur position dans l'espace, leur volume, ça va vraiment nous faciliter le travail. Donc ça c'est vraiment notre premier objectif. Donc l'idée c'est d'avoir une caméra qui est positionnée comme notre image de référence et sur laquelle on va pouvoir créer ces volumes. Donc pour faire ça, on va commencer par une première étape. Cette première étape va constituer à retrouver dans notre image la position de nos différents points de fuite. Donc j'en avais un ici, donc je vais trouver un moyen d'utiliser ces lignes dans mon image pour retrouver ce point de fuite là et le deuxième point de fuite de mon image. Donc on va faire ça dans Maya pour commencer. Alors ici je parle d'abord un peu de la qualité de nos images de référence. Donc ici c'est une première image que j'avais capturée d'une vidéo sur YouTube qui n'est pas très bonne qualité. Donc j'ai cherché pour avoir une meilleure qualité d'image et je suis tombé sur cette image-ci. Alors cette image-ci, il y a le problème que j'ai des bandes noires autour. Donc je suis d'abord passé aussi sur IMDb, qui est un grand site de référence à Internet Movie Database, qui me permet de retrouver toutes sortes d'informations, notamment l'aspect ratio du film. Ici je vois que j'en ai deux, mais en fait en calculant rapidement avec les dimensions de mon image, je vois que c'est le 1.2, le 2.1 pardon, qui est l'aspect ratio qui m'intéresse. Alors tout ça a à voir avec les pellicules qui ont été utilisées par les caméramans du film, etc. C'est donc lié aux dimensions d'une image sur la pellicule. Donc on voit qu'il y a toutes sortes de formats qui ont existé dans l'histoire du cinéma. Je ne vais pas vraiment insister là-dessus. L'idée c'est que on voudrait retrouver la longueur focale qui est une des dimensions importantes des caméras. On aimerait bien retrouver ça. C'est vraiment ça qui va nous indiquer si on utilisait plutôt un grand angle ou un angle un peu plus serré ici pour la caméra. Alors, on a en fait, si vous suivez votre cours photo, on a vraiment toute une série de paramètres qui
qui vont intervenir en parallèle et qui vont faire que on va jamais, nous, vraiment, réussir à retrouver la longueur focale qui a été utilisée précisément par le caméraman. Ça va être en tout cas vraiment très difficile sans avoir toutes les informations techniques. Donc finalement, ce qui va nous intéresser essentiellement, c'est ce format d'image. Donc dans mon cas, c'est 2.2, 2,2, 2.1. Mais vous pourriez avoir des formats, d'autres formats, pour soit un format qui correspond au format YouTube ici, le 16/9, ou d'autres formats plus cinéma, genre le 2.35, 1.85. Cherchez donc, si possible, à retrouver quel format vous correspond à votre référence. Alors, une fois que vous avez ce format-là, vous pouvez passer par Photoshop et recadrer votre image. Éventuellement, donc moi je suis arrivé à retrouver un rapport en pixels. J'ai pris des pixels entiers qui quand je les divise, donc je suis à 2046 pixels par 930, et quand je divise 2046 par 930, je retrouve le 2,2. Mais il me reste quelques petits pixels noirs, c'est pas très grave. L'idée est d'avoir en tout cas votre format, votre aspect ratio qui est respecté. Donc faites un reformat, essayez d'avoir la meilleure qualité d'image possible. Alors, une autre chose que vous pouvez faire, évidemment, c'est de récupérer d'autres images du film. Je vais en présenter toute une série qui vont me servir à faire 2-3 autres petites remarques. Alors, je prends celle-ci qui est vraiment intéressante parce que ici, j'ai une déformation de lentille très forte. Donc, on voit que les lignes ici qui devraient me servir à retrouver mes points de fuite m'empêchent ici. Donc, j'ai une telle déformation de lentille qu'en fait, j'ai un point de fuite à gauche, un point de fuite à droite. Donc, vraiment, ce serait une image qui est complètement inexploitable. Dans Maya, on est capable avec Arnold de créer des rendus qui vont faire de telles déformations de lentilles, mais pour nos références, ce serait vraiment pas très utilisable du tout. Ceci dit, cette image peut quand même m'intéresser parce que par exemple, je vois bien ce mobilier-là que je ne vois pas très bien ici dans mon image de référence. Donc, c'est quand même une image qui pourrait être intéressante, quitte à l'utiliser dans un petit logiciel comme PureRef quand je vais modéliser cet élément-ci. Alors, j'ai d'autres photos ici. Ça, c'est une photo de plateau. Donc, c'est une photo qui a été refaite sur le plateau du décor du cinéma. Et elle me montre nettement mieux ce que j'ai ici sur la gauche de mon image de référence. Donc c'est vraiment une image intéressante. Par rapport à mon image de base, je n'ai pas l'éclairage vraiment tel qu'il est dans le film. Donc c'est une photo un peu plus plate comme ça. Elle n'a pas non plus l'aspect ratio du film. Donc je ne veux pas utiliser ce type d'image comme référence finale. Mais vraiment, je vais avoir une meilleure information ou une information complémentaire sur mes objets à modéliser, donc c'est une image qui reste intéressante. Alors j'ai une autre image ici, qui va par exemple mieux montrer ce mobilier-ci. Dans l'image de référence, je ne vois pas que ce mobilier-ci est une chaise longue, j'ai l'impression que c'est un fauteuil, donc je comprends pas très bien ce mobilier-là dans mon image de référence, donc vraiment c'est une image intéressante. Je vois aussi un peu mieux les éléments sur la droite de mon image. C'est aussi une image qui a une perspective qui est plutôt verticale cette fois, c'est-à-dire que j'ai un point de fuite. Non seulement j'ai mon point de fuite assez évident ici, qui doit être situé plus ou moins à ce niveau-ci, donc toutes les lignes classiques de mes murs, et les lignes verticales cette fois fuient vers un point qui est situé très en bas de l'image, en dessous de mon écran ici. Mais donc j'ai deux points de fuite dans ce type d'image-là, donc vous pourriez utiliser ce type de perspective où on n'a pas de point de fuite vraiment des lignes ici parce qu'on est plus ou moins en face du mur ici, mais on a quand même un autre point de fuite, un deuxième point de fuite dans notre image qu'on pourra retrouver également avec les techniques que je vais vous expliquer dans Maya. Alors je montre d'autres images qui sont aussi issues du film 2001, l'Odyssée de l'espace. Ici, c'est une image dans laquelle je n'ai qu'un seul point de fuite. C'est vraiment une composition classique de Stanley Kubrick. Donc, le point de fuite ici est vraiment central. Donc, je suis pile en face de la porte du fond ici. Et le point de fuite est vraiment
centrale. Alors ce type d'image, on va pouvoir l'utiliser assez facilement. En fait, repositionner la caméra est très simple parce qu'elle est juste en face d'une grille, donc ça c'est vraiment très très facile à repositionner une caméra de ce type-là. Maintenant, ce sera un petit peu plus difficile de retrouver exactement la perspective parce que quand on n'a qu'un point de fuite dans l'image, on manque d'une information pour retrouver facilement la perspective exacte. Ça ne sera pas complètement impossible, mais ici par exemple on pourra utiliser le fait que ces éléments-ci sont carrés, ça pourrait nous faciliter le fait qu'on reconstruise l'image. Alors je montre deux autres images, celle-ci où on a déjà un décor qui devient un peu plus difficile. Donc ce type de décor où on a vraiment très peu d'angle à 90 degrés dans le décor peut poser un peu problème. Ici on a de nouveau une perspective centrale, donc la caméra se placerait assez facilement, mais commencez à vous dire que il faut vraiment essayer d'utiliser, de choisir une image de référence qui va vous faciliter les choses. Ce ne serait pas le cas ici. Ceci dit, le type d'élément à modéliser ici serait assez chouette à modéliser. Cet exemple-ci, si c'est une scène qui serait vraiment drôle à modéliser, placer la caméra de référence va être vraiment difficile. On pourra peut-être utiliser la déformation des parties circulaires de l'image, mais ce sera vraiment, on irait à tâtonnement pour essayer de reproduire ce type de décor et positionner la caméra. Ce serait donc assez difficile d'utiliser une image telle que celle-ci. J'en ai terminé avec mes images de référence et je vais passer dans Maya. Voilà. Maintenant qu'on est dans Maya, donc n'hésitez pas à reproduire la configuration d'interface ici, donc avec l'outliner, la channel box et l'attribute editor à droite. Je vais me mettre déjà en deux vues, avec deux vues ici. Donc je vais créer dans cette vue-ci un image plane. Create image plane. Je vais l'image plane, c'est donc une sorte d'élément qui nous permet dans une scène d'importer une image de référence. Donc je vais ici choisir mon image. Alors j'ai créé au préalable un projet, donc avec 7 projets. Project Window. J'ai nommé mon projet 2001, je l'ai mis dans un répertoire adéquat et je crée mon projet, donc il est déjà fait ici. Vous pouvez tout de suite enregistrer votre scène si vous voulez, mais en fait c'est vraiment une première scène temporaire qui n'est utilisée que pour retrouver les points de perspective. Donc j'ai mon image plane ici. Je peux retrouver donc dans mon répertoire source image du projet mon image que j'ai été placée au préalable dans le bon dossier. Donc je retrouve tout de suite mon image ici et je l'intègre dans ma vue front ici. Donc je vois mon image ici, alors je vais venir créer une deuxième caméra front qui me servira par la suite. Bon, on va attendre encore un petit peu. Alors je vais créer deux cylindres, on va voir pourquoi tout de suite. Je vais créer deux cylindres, avec la touche G, un deuxième cylindre, avec la touche G, un deuxième cylindre, et je vais supprimer les faces qui ne m'intéressent pas dans ces cylindres. Je supprime toutes ces faces-là ici. Je garde en fait deux disques. Je vais passer en vue en wireframe ici. Et en fait, je me retrouve ici avec un petit système. Donc ce que je fais, on pourrait le faire dans Photoshop éventuellement. Mais je vais vous montrer ici un moyen de faire ça dans Maya. Donc ce que je me retrouve, ce que j'ai ici, c'est un réseau de lignes qui vont vers un sommet. Donc ça va être mon point de fuite. Et chacune des lignes ici va représenter une des lignes de fuite que je vais pouvoir positionner assez facilement sur mon image. Et donc je vais me mettre en fait avec une deuxième caméra front. Donc, je vais créer une deuxième caméra front ici. Je la mets également en filaire.
sur laquelle je peux vraiment zoomer sur mon image. Pour le moment, je n'ai pas besoin de l'attribut editor, donc je vais rétracter cette zone-là. Je n'ai pas besoin vraiment non plus de... je vais rester comme ça. Donc je me retrouve ici avec une vue dans laquelle je peux zoomer facilement et regarder les choses en détail, et une vue un peu plus globale ici. Donc je vais venir manipuler mes vertex ici. Donc je peux, pour faire ça, cliquer une fois sur ce bouton-ci, comme ça je suis vraiment tout le temps en manipulation de vertex. Alors dans mon image, d'abord, la première chose que je vais faire, c'est de venir amener une série de ces points-là. Je n'ai peut-être pas besoin de tous ces points-là, en fait. Donc j'aurais pu prendre un cylindre avec un peu moins de côté. Et je vais plus ou moins déjà essayer de sentir où va être mon point de fuite. Donc, je vais globalement le mettre comme ça. Alors, je vais commencer à positionner des points dans mon image. Par exemple, ici, un croisement sur une des lignes noires. Une autre ligne noire ici. Travailler sur une seule vue ici. Donc je vais me mettre sur quelques points qui me semblent intéressants, sur des lignes, des débuts de ligne. Ici, donc je vais par exemple prendre cette ligne blanche ici, qui court tout le long. Je vais prendre une autre ligne un peu plus à droite. Une ligne du plafond. Une deuxième. Et encore une ici sur le haut. Donc, toutes ces lignes-là, théoriquement, vont aller vers un point donné. Alors je peux vraiment me permettre de supprimer ces points-là. Donc je vais supprimer les edges qui ne m'intéressent pas ici. J'en ai un peu beaucoup. CTRL delete. Ça me simplifie un petit peu ma vue ici. Donc je suis un peu encombré par certaines lignes là, mais c'est pas très grave. Donc je prends maintenant ce vertex-ci et je vais essayer vraiment de regarder. Voilà, j'arrive assez facilement ici à sentir que toutes mes lignes ici suivent les lignes de mon image, et voilà, je dois être vraiment assez bien mis ici, donc je peux masquer ma grille. Alors il est possible, très possible que certaines lignes, spécifiquement celles qui seraient un peu plus sur le bord, soient un petit peu déformées, parce que la caméra n'est peut-être pas parfaite, donc j'essaie simplement, je vais un petit peu monter, parce que je ne suis pas tout à fait juste là, voilà. Donc voilà, on va essayer d'avoir l'impression que la plupart de nos lignes, plus à droite, voilà, quelque chose comme ça. Donc je pense ici que je suis bon, on n'est pas au millimètre près, mais je vois que la plupart de mes lignes ont l'air de globalement bien suivre mon point de fuite. Donc il y a éventuellement une légère déformation liée à l'optique des caméras du film, donc ça c'est un peu inévitable. Alors je vais revenir en mode objet, et avec DV, venir mettre mon point de pivot ici. De cette manière-là, je vais pouvoir faire une mise à l'échelle, et une mise à l'échelle où je peux carrément venir ici, maintenant faire une mise à l'échelle vraiment importante. Comme ça, il ne me reste vraiment plus que mes lignes de fuite dans mon image, et tous les détails qui venaient de mon cylindre disparaissent de mon image.
Alors je vais faire la même chose avec le deuxième point de fuite qui va peut-être être un petit peu moins évident. Je vais déjà supprimer quelques edges intérieurs pour avoir un peu moins de lignes. CTRL delete. Je vais positionner déjà là où je suppose plus ou moins que mon point de fuite va être. Ça va me faciliter les choses, donc c'est quelque part par ici, peut-être un peu moins loin. Prendre mes vertex, sauf ce qui va être mon point de fuite, et venir placer mes différentes lignes dans mon image. Par exemple, utiliser une ligne sur 2 ici, du sol, utiliser une ligne du mur ici, une ligne du plafond, et une ligne ici. C'est ici que d'avoir deux vues va me servir, parce que je vais pouvoir me concentrer sur mon image, visualiser vraiment mon image. Je pourrais éventuellement masquer ceci avec la touche H, pour vraiment bien me concentrer sur ce que j'ai ici. Et donc ici, je peux, dans cette vue-ci, déplacer mon point de fuite alors qu'il est loin. Et essayer de trouver la meilleure position ici. Voilà, je pense que ça a l'air vraiment pas mal ici. Voilà. Donc de la même manière, je peux avec DV, je suis revenu en mode objet avec DV, me resnapper ici et faire une mise à l'échelle pour sortir mes lignes vraiment loin hors de mon image. Je vais récupérer cet objet-là qui était masqué avec la touche H. Et je me retrouve avec mes deux points de fuite ici. Alors je peux venir créer une courbe en Edit Point Curve. Je peux mettre les options à linéaire ici. Et avec la touche V, créer une courbe qui sera la ligne d'horizon. J'appuie sur Q et je vais venir faire une capture d'écran de mon image ici. Donc j'utilise soit un logiciel, moi j'utilise Lightshot pour, avec la touche Print Screen, faire ma capture d'écran. Je peux enregistrer mon fichier comme ça. Vous pouvez également, si vous n'avez pas Lightshot, vous pouvez venir dans le menu ici, passer par les options du Play Blast, qui est un petit utilitaire qui vous permet de faire typiquement des vidéos brouillons pour tester une animation, et en fait on fait une vidéo de ce qu'on voit dans la vue de Maya. Donc je vais remettre les options par défaut, je vais me mettre en Start End pour venir chercher juste le premier frame. Donc je prends de l'image 1 à l'image 1. Alors je vais sortir une image dans un format qui me convient bien. Je prends par exemple le PNG. Il me fait une mise à l'échelle, je veux garder ma mise à l'échelle classique, donc je veux être à 100% ici, et enregistrer dans un fichier qui va se placer donc dans mon répertoire images ici. Donc on va appeler ça, donc ça c'est le bon
le bon répertoire et on va donner un nom qui sera nos points de perspective. Je clique sur Play Blast et il va générer cette image-ci que je vais pouvoir utiliser comme référence maintenant avec mes points de fuite. Alors je crée un nouveau fichier maintenant dans lequel on va placer et créer notre nouvelle caméra. Donc je vais en profiter pour expliquer toute une série de notions liées aux caméras dans Maya. Donc ça fait office aussi un peu de cours sur les caméras, cette vidéo. Donc pour créer une caméra, on a plusieurs possibilités. Soit par le menu Create, on va trouver toutes sortes de types de caméras ici. J'y reviendrai dans une autre vidéo, mais je vais prendre la plus simple ici. Donc cette caméra, elle est créée au centre de la grille. Elle va avoir un nom caméra 1. Je vais créer une caméra d'une autre manière, avec la barre d'espace. Et en cliquant sur le mot Maya, je peux cliquer ici, aller chercher New Camera. Alors ça va me créer une caméra qui est nommée perspective 1 et qui a exactement la même orientation que ma perspective. Alors juste comme une autre manière encore, ça pourrait être de passer par le menu panel où on va pouvoir retrouver d'abord nos différentes caméras pour passer entre l'une et l'autre, ou créer une nouvelle caméra par ici. On pourra également créer des nouvelles caméras de type front, back, etc. comme j'ai fait tout à l'heure. Alors un des avantages d'avoir une caméra nommée perspective 1, c'est qu'on va pouvoir en fait, quand je fais ceci, je cycle, on voit le nom ici en bas, de ma caméra utilisée, je suis sur perspective et quand je reviens ici, je passe dans perspective 1. Donc en fait, je peux quand j'ai deux caméras nommées perspective et perspective 1, simplement passer de l'une à l'autre de cette manière-ci. Donc c'est assez pratique de garder une caméra qui est nommée comme ceci. Si vous avez perspective 1, perspective 2, etc., si vous en avez plusieurs, vous allez comme ça cycler successivement au travers de chacune de ces caméras perspectives. Donc je vais garder ma caméra perspective 1. Alors je vais voir où elle est ici. Donc je vais faire une première opération, je vais aller regarder ce qui se passe quand je suis en rotation ici. Et pour le moment, j'ai des axes de rotation qui sont pas forcément très intéressants. En particulier, cet axe-ci, donc je suis en système gimbal. Dans mes tool settings, mes orientations d'axe sont en gimbal. Et je vois donc que mes paramètres ici de rotation sont pas vraiment intéressants. Donc c'est un très bon exemple d'un élément, une caméra, où c'est intéressant de venir changer le rotate order. Donc si je viens me mettre ici en ZXY, je vais avoir un axe horizontal qui me permet de tourner ma caméra comme si elle était sur un pied, posée sur un pied. J'ai le Z qui me permet, je vais le remettre d'abord à 0, qui me permet de garder ma caméra bien droite, et le X qui va me permettre d'aller en contre-plongée ou en plongée dans ma scène. Donc c'est vraiment très très intéressant d'avoir une caméra avec un rotate order ZXY, et je vais faire même une petite chose ici, je vais faire un clic droit ici pour venir chercher, donc contrôle clic droit pardon, pour venir chercher channel control, et je vais pouvoir trouver dans ma liste ici rotate order, et avec les petites flèches que je trouve en bas de ma fenêtre, je les fais passer ici et je vais trouver mon rotate order ici ZXY. Je peux venir faire un lock selected. Comme ça, il est verrouillé. J'ai une caméra maintenant, quand je suis en rotation, que je vais pouvoir vraiment utiliser de manière très correcte. Alors, j'ai plusieurs informations ici. J'ai sa position aussi par rapport à la grille, par exemple. Donc, si je remets tout en 0,0, je peux voir que le translate Y, c'est la hauteur du pied de ma caméra. Donc, je pourrais décider, par exemple, que je filme à 1,45 m en mettant 145 cm et ma caméra est positionnée à une hauteur qui a du sens. Donc ça va être une autre chose qui est intéressante. On y reviendra tout à l'heure. Et donc, je pourrais aussi utiliser ceci pour positionner latéralement et en profondeur ma caméra dans la scène. Alors on
va parler maintenant un peu de vraiment les notions de perspective qu'on a mis en évidence dans notre image de référence. Donc ici, j'ai positionné une série de cubes qui sont orientés à 90 degrés les uns des autres. Et donc je vois ici que j'ai un point de fuite de mon image ici vers la droite, j'en ai un autre vers la gauche, j'en ai éventuellement un troisième vers le bas. Mais ils sont vraiment difficiles à positionner dans mon image. Donc ici, la seule chose que je pourrais dire si je suis dans un cas comme celui-ci, c'est que ma ligne d'horizon doit être quelque part par ici. Donc, les faces qui sont plus haut pointent vers le bas, celle-là pointe vers le haut, donc ma ligne d'horizon doit être vraiment située quelque part à cette hauteur-ci. Alors, je vais créer dans ma scène et par rapport à cette caméra-là un petit système de mon invention pour nous aider à visualiser vraiment dans notre scène Maya les points de perspective. Donc je crée un petit cube ici, je vais mettre un petit cube de dimension 1 par 1 par 1 avec deux subdivisions de tous côtés. Je zoome dessus avec F et je vais venir chercher tous les edges et faire une extrusion des edges avec un scale ici à 0. Ça me crée des faces qui partent des edges et qui viennent se resserrer au centre. Alors, CTRL clic droit, je vais convertir ma sélection d'edge qui est résumée ici à un point au centre en face, et là j'ai toutes les faces intérieures, donc si je me mets ici, j'ai toutes les faces intérieures, et avec Shift, je vais inverser ma sélection pour pouvoir supprimer d'un coup toutes les faces extérieures. Je reviens au mode objet. Donc je me suis créé une espèce de drôle de forme ici qui est un peu particulière. Je vais même venir y rajouter deux petites sphères, toutes petites, que je vais venir avec V, pardon, positionner ici dans la direction de l'axe X. CTRL D, je me fais une deuxième sphère et je vais venir la positionner à cet endroit-ci. Alors je vais prendre mes deux sphères et les mettre comme enfant de mon cube. Donc j'ai mon cube ici et mes deux sphères qui sont liées ici. Donc ça va m'indiquer le côté gauche et le côté en avant. J'aurai un petit point de repère comme ça ici. Alors je sélectionne ma caméra puis mon cube dans cet ordre-là et je vais venir dans les menus d'animation ou de rigging chercher le menu Constraint pour mettre une contrainte Point. Alors d'un coup ça va faire disparaître mon cube qui va aller en fait se positionner exactement, puis sur F, exactement à la même position que ma perspective. Je vais prendre le cube et faire en sorte que je ne puisse plus le sélectionner en cochant ici dans le premier onglet Template dans la zone display. Ça fait simplement que je ne sais plus sélectionner mon cube et qui ne va pas m'ennuyer par la suite. Donc maintenant si je déplace ma caméra, mon cube va suivre la caméra avec la contrainte Point, et si je tourne ma caméra, le cube lui reste orienté comme la grille. Alors on va venir maintenant regarder dans la vue ici ce qu'on a obtenu, et en fait ce que j'ai obtenu, c'est un espèce de réseau de lignes comme ça dans l'espace avec des points qui m'indiquent les points de la perspective. Donc si je vais à l'infini comme ça, je vois que mes cubes vont aller soit par ici, soit par là, sur ces points ici au croisement des lignes de mon cube. Alors je pourrais même encore voir la même chose vers le haut. J'ai un autre point de fuite vers le haut, et si je vais vers le haut, j'ai un point de fuite ici au sommet. Donc j'ai comme ça dans ma scène plusieurs points ici, et en particulier là où je vois mes petites sphères, les deux points qui m'intéressent le plus vers la gauche ou vers l'avant de la scène par là. Donc c'est un petit système qui me permet de localiser les points de fuite et du coup aussi la ligne d'horizon qui va être cette ligne ici. Dès qu'un objet
dès que ma caméra tourne et que je visualise cette ligne, là je vois que toutes les faces qui sont situées au-dessus de cette ligne d'horizon, je les vois par en dessous, et toutes les faces qui sont situées en dessous de la ligne d'horizon, je les vois par au-dessus. Donc c'est vraiment une sorte de petit repère comme ça dans l'espace qui va nous aider à pouvoir sentir où sont les éléments de la perspective dans notre vue Maya. Alors on va maintenant, donc j'ai ici à gauche la vue de ma caméra perspective 1 et ici à droite la vue perspective. Ma caméra est ici, donc j'ai un petit peu de mal à la situer. Donc quand j'ai sélectionné ma caméra, je peux venir dans l'onglet Shape et plus bas trouver toute une série de paramètres ici. Je peux notamment trouver ceci qui va me permettre d'agrandir un petit peu le symbole de ma caméra dans la vue ici pour mieux la voir. Alors je peux faire d'autres choses aussi. Je peux venir cocher Display Frustrum ici, qui va me donner un aperçu de l'ouverture de la caméra dans la scène. Donc la caméra va regarder dans ce prisme-là. Je peux cocher aussi les cases Near Clip Plane et Far Clip Plane, donc c'est juste de l'affichage ici. Et on observe ici, si je mets d'autres valeurs, si je mets par exemple 100 et une valeur un peu plus petite, 1000 ici, je vais voir en fait la zone dans laquelle la caméra visualise les éléments. Donc ici par exemple je vois, je vais me remettre dans un affichage comme ceci ici, si je me rapproche dans ma scène ici, je vais voir qu'à un moment donné, si je suis trop proche du coin d'un objet, donc on va faire le rapport ici, on voit bien ici à quoi correspond le Near Clip Plane. C'est donc une zone dans laquelle la caméra, dans la vue ici, ne va pas voir les objets. Donc si je place un objet dans cette zone-ci, il va disparaître. Et donc c'est parfois un réglage qu'il faut faire. À l'opposé, on va donc trouver le Far Clip Plane. Si je mets une valeur trop courte ici, je ne vois rien dans ma scène. Donc si je mets à 1000, je vois mes objets. À 300, je vais 600, voilà. Là, je vais couper donc, tout ce qui est derrière ce Far Clip Plane, clip qui veut dire découper, ne va pas être vu par ma caméra, ne va pas être visible dans ma vue. Alors on a une petite case ici qui fait en sorte qu'au moment du rendu, Maya va faire le calcul automatique des deux valeurs qui conviennent pour englober a priori toute la scène. Mais donc on peut vraiment décider de les régler correctement soi-même. Alors on pourrait se dire que ça pourrait être vraiment bien de mettre une minuscule valeur ici et de mettre une valeur énorme. Voilà, on voit tout de suite le problème, une valeur beaucoup plus élevée de l'autre côté. Alors le problème ici, quand on met des valeurs qui sont trop éloignées, donc une très petite valeur, une très grande valeur, Maya va avoir un problème en fait à détecter si une face est devant une autre. Donc ça pose des problèmes de calcul pour Maya. Et on a ce genre d'artefact d'affichage, donc il faut vraiment apprendre à trouver des valeurs. Donc, je vais par exemple mettre 1 cm ou 1 mm, 0,1, et on va mettre 100 mètres, donc 100 en mètres, on travaille en centimètres dans Maya, et normalement avec ce genre de valeurs, je n'ai pas de problème ici d'affichage. Alors ça c'était donc les clip planes. On va venir maintenant positionner, créer un image plane. Donc on avait vu tout à l'heure le moyen de créer un image plane libre qui était donc positionné quelque part dans l'espace et qu'on pouvait positionner dans l'espace. On a un autre moyen de créer des images planes, soit en cliquant sur le bouton ici, soit par le menu View en venant ici. Et on peut importer une image, et cette fois notre image, donc je viens dans mon répertoire source image chercher mon image de référence. Cette fois, mon image va être positionnée par rapport à la caméra ici. Alors, elle est pour le moment positionnée à une distance, donc on a ici une valeur det qui m'indique la distance à laquelle est positionnée ma caméra, et je peux déjà me dire que je vais la mettre par exemple à une vingtaine de mètres, 20, 2000, comme ça ma caméra est placée derrière mes objets. Donc on peut se dire que ma scène ici va
va faire peut-être 10 mètres par 10 mètres de côté, donc si je mets à 20 mètres, je serai probablement largement derrière ma caméra. Alors, il va rester maintenant, on voit qu'il y a une mauvaise correspondance entre l'ouverture de ma caméra et les dimensions de mon image pleine. Mon image pleine, lui, a des proportions qui sont tout à fait correctes. Donc, il a été intégré avec des proportions qui sont tout à fait agréables, et on voit que si je change la profondeur, donc si je mets on a vu qu'il s'adaptait. Donc si je me mets à une distance d'1 mètre, ben, il va automatiquement s'adapter et garder les bonnes proportions. Donc là, c'est pas là qu'est le problème. Alors, tant que je suis ici, ben, je peux aller regarder toute une série de choses. D'abord, ben, le fait que si je clique ici, mon image pleine ne sera visible que dans cette vue-là. Je vais pour le moment le laisser visible dans toutes les vues. Donc l'image pleine, très important, il est créé par le menu View ici, dans ma perspective 1. Ce ne serait pas la même chose de créer une image pleine par ici, qui serait alors liée à ma perspective ou à une autre vue, comme une vue front. On ira utiliser, si j'utilise des images pleines par exemple comme des plans de construction qui viennent d'un architecte ou d'un designer, ben, je vais les créer dans les vues front, dans les vues side, dans les vues top. Si j'ai une photo comme ça ici, je la crée dans ma perspective qui va me servir de caméra de référence. Alors je pourrais changer toutes sortes de choses ici, par exemple décider de visualiser en noir et blanc, ce qui peut être pas mal, mon image. Je pourrais éventuellement la rendre transparente, semi-transparente dans la scène. Je pourrais également l'assombrir un petit peu ou l'éclaircir avec ces deux paramètres-là, ce qui peut être éventuellement vraiment très utile et plus agréable quand on travaille. Donc il y a toute une série d'autres réglages ici dont je ne vais pas parler. Si on veut mettre un film, etc., on peut utiliser des séquences d'images, donc je passe tout ça. Les réglages les plus intéressants sont ici au-dessus. Donc je peux éventuellement décider d'avoir de l'alpha, d'avoir toutes sortes de choses. Je vais rester ici, moi sur luminance. Donc on va maintenant chercher à vraiment positionner notre image pleine par rapport à notre caméra et faire toute une série de petits réglages qui sont importants. Et donc on a ici toute une série d'éléments qui nous permettent de positionner en rotation, en décalage notre image. Je ne vais pas spécialement utiliser ces paramètres-là, ils ne doivent pas changer. Je pourrais même faire un clic droit et les verrouiller pour que tout ça ne bouge pas. Clic droit, Lock Selected, Lock Attribute. Si je devais changer par la suite mon paramètre, je peux toujours venir faire un clic droit et le déverrouiller pour pouvoir le changer à nouveau. Je veux donc maintenant regarder un petit peu les réglages ici et venir, donc je vais garder ça en parallèle en faisant un copy tab, comme ça je garde cette partie là disponible, cet attribut editor là disponible dans ma vue, et je vais venir rechercher ma caméra. Alors dans les paramètres de ma caméra, donc je suis sur ma perspective ici, je vais me concentrer pour le moment sur cette zone-ci, et cette zone-ci en fait m'indique vraiment la taille de ma pellicule ici. Donc ici par défaut je suis sur une pellicule 24-36, c'est le format des pellicules des appareils photo classiques, mais aussi des capteurs des appareils photo modernes. Donc je suis dans un rapport 1,5, et c'est ici qu'on va intégrer notre rapport 2.2 ou 1.85, donc le rapport de largeur-hauteur de notre image de référence. Dès que je fais ça, je vois déjà que je me rapproche du format d'image. Donc ça me plaît bien. Alors je pourrais vraiment ici rentrer, si j'avais la taille de mon capteur de caméra, je pourrais vraiment le rentrer ici. On ne va pas aller plus dans les détails. Donc ici c'est les dimensions en inch, dimensions en millimètres, et le rapport des deux, tous ces attributs-là sont liés. Donc en fait ceux qui guident le tout sont vraiment ceux-là. C'est ceux-là que je peux verrouiller. Là maintenant, si j'essaie de faire des changements, il ne se passera plus rien. Donc je vais laisser tout ça tel quel. Pour le moment, ça ne m'intéresse pas plus que ça. Si vous voulez faire un jour une correspondance vraiment entre une photo que vous avez prise avec un appareil réflexe, que vous connaissez la dimension du capteur
Vous connaîtrez peut-être aussi la longueur focale avec laquelle vous avez pris la photo, et vous connaîtrez peut-être enfin, ça doit se trouver ici, le f-stop, ici, ce paramètre-là. Donc ça, c'est des paramètres que vous pourriez utiliser pour faire une vraie mise en correspondance d'une photo prise avec une caméra. Vous intégrez ces valeurs-là, telles que vous les avez sur votre appareil photo, et normalement, quand vous créez un objet, la perspective va directement être exactement la même que celle de votre prise de vue. Il restera à trouver évidemment l'orientation de votre appareil photo dans l'espace. Alors j'ai fait ce premier réglage là, et donc ça c'est vraiment très bien. Maintenant je peux revenir ici dans mon onglet de l'image pleine qui se trouve également ici. Donc, je vais revenir là maintenant comme ça, et je peux faire un fit to film gate. Dès que je fais ça, je vois que je viens m'ajuster dans mon film gate, qui est en fait, je peux cliquer sur ce bouton-ci et le visualiser, c'est ce cadre-là. Donc si je clique sur un autre bouton où je change la taille de mon image, fit, donc je vois ici, ça c'est un réglage qui me permet de visualiser le film gate, le film gate dans ma vue, dans mon viewport. C'est un réglage qui se trouve en fait object display, non, pardon, je vais retourner ici, c'est un réglage qui se retrouve dans les options ici, donc c'est le display film gate qui est coché ou décoché ici. Je vais masquer celui-là. Donc ici je vois mon film gate dans la vue de Maya, et quand j'adapte, je clique sur ce bouton-là, mon image pleine s'ajuste aux dimensions maintenant de mon capteur, et donc je me retrouve vraiment dans une situation qui me convient bien, et je vais bien verrouiller ces attributs-là pour que ça ne change plus. Donc on va maintenant positionner la caméra. Alors je vais venir d'abord sur le paramètre overscan ici, et avec ce paramètre-là, je peux en fait définir, si je mets à 1 en fait la largeur, donc je suis sur un réglage horizontal ici, donc la largeur de mon image va s'ajuster à la largeur de ma fenêtre, et ici il va s'ajuster, la largeur de mon image va s'ajuster à la largeur de 2,5 fois ma fenêtre. Donc je vois un petit peu plus au-delà, et ça va m'intéresser pour pouvoir positionner correctement mes deux points de fit qui sont représentés par les deux petites sphères ici, qui sont peut-être un petit peu grandes. Je vais diminuer leur taille pour juste avoir des petits points ici. Alors je vais utiliser mon image de tout à l'heure, donc je l'ai mise dans mon logiciel PureRef ici, et je vais vraiment venir me mettre comme ça avec le logiciel PureRef. Je vais peut-être encore un petit peu modifier l'overscan pour profiter de toute la largeur de mon image. Je vais essayer avec 2,5 pour voir au maximum de mon image, agrandir ma vue. J'aurais besoin d'un peu plus. Un peu plus. Ça devrait le faire. Voilà, ouais. Et donc j'agrandis au maximum ma vue pour avoir le plus de précision possible. Et je vais venir simplement avec PureRef essayer. Donc c'est Z et bouton du milieu pour zoomer. Bouton de gauche, je repositionne. Donc j'essaie de trouver sensiblement la même largeur et de me positionner pratiquement au même niveau. Donc, ça peut être relativement précis avec PureRef. Donc je dois réussir à positionner ce point-là à cette hauteur-là et ce point-ci à cette hauteur-là dans mon image. Alors pour faire ça, je vais utiliser mes rotations ici. Donc je peux faire des rotations assez subtiles en mettant mon camembert ici au plus petit. Et avec le bouton du milieu, je vais pouvoir effectuer des rotations d'abord en hauteur,
pour regarder plonger vers le bas ou plonger vers le haut. Donc je vais le mettre au même niveau que plus ou moins le bas, juste en dessous du niveau du vase. Et avec la rotation en Y, je fais tourner ma caméra et j'obtiens mon premier point de fuite. Alors mon deuxième point de fuite est plus loin, et là c'est ici que va intervenir la longueur focale. Donc la longueur focale, c'est une valeur qui est liée à l'ouverture grand angle ou téléobjectif de mon appareil photo. Et si je diminue cette valeur, mes points de fuite se resserrent dans mon image. Donc je vais devoir jouer un petit peu ici avec ma rotation Y. Et le focal length, je diminue encore un tout petit peu pour ajuster vraiment mes deux points ici. Donc je me retrouve avec pratiquement la position équivalente ici et la même distance ici. Et donc mon ajustement maintenant est correct. Alors je vois que ma ligne d'horizon est peut-être un tout petit peu inclinée. Si c'est le cas, je peux jouer sur la rotation en Y pour incliner un petit peu vers la gauche ou vers la droite mon point de fuite, mes points de fuite. Donc voilà, ici j'ai une très très légère inclinaison de caméra en Z. Donc j'ai positionné ma caméra en rotation. Je vais faire un clic droit pour bien verrouiller cette position de caméra. Et je n'ai plus besoin de mon image de référence. Et donc maintenant, je ne sais plus faire tourner ma caméra, je ne sais plus que la positionner dans l'espace. Donc je vais faire réapparaître les cubes que j'avais fait disparaître. Donc je vois maintenant que assez clairement mes cubes, si je les promène dans ma scène, vont respecter la perspective de mon image de référence. Donc on y est presque. Alors je vais revenir avec les attributs de ma caméra pour remettre un overscan de 1.01. Comme ça je suis pratiquement à la largeur ici. Je peux vérifier facilement que je vois toute mon image. Je vais verrouiller mon attribut. Et on va revenir un peu ici pour maintenant se dire qu'est-ce qu'on voit au travers du viseur. Donc pour le moment on a travaillé essentiellement sur la pellicule et notre image pleine. On va regarder ce qu'on voit au travers de notre viseur. Donc en cliquant sur le bouton ici, je vois que mon viseur il est un peu plus large que mon image de référence. Donc ça se passe dans les dimensions de notre image dans les render settings. Et la proportion ici de notre rendu. Donc on peut mettre, moi j'avais une image de base qui était 2046 par 930, je vais mettre la moitié par exemple, 1023. Je décoche bien ça ici. Pour pouvoir changer l'aspect ratio de l'image librement. Donc je décoche bien Maintain Width Age Ratio. Et je mets 930 ici. Voilà, donc je viens d'ajuster en hauteur et en largeur mon rendu. Je peux recocher cette case là, je devrais avoir retrouvé, j'ai oublié de diviser 930 par 2, donc ça fait 460, voilà, je vais y arriver, 23, voilà, je retrouve sensiblement mon 2,2, je ne sais pas pourquoi il fait une erreur de calcul alors que le calcul devrait être précis, mais je retrouve les proportions de mon image qui correspondent. Donc cette fois, mon rendu serait exactement la même chose que ce que je vois dans l'image, sinon que l'image pleine ne se voit pas au rendu. Donc maintenant, je peux encore bouger ma caméra latéralement, etc. Mais je ne peux plus l'orienter. Donc j'ai verrouillé l'orientation de ma caméra. Alors ce que je vais faire maintenant, c'est de positionner ma caméra. Donc d'abord, je pourrais décider de la placer sur un coin de la grille, en me disant que voilà, ma caméra veut voir la grille d'une certaine... je peux décider comme ça que je me rapproche, que je m'éloigne et que je positionne, pourquoi pas, ma grille avec
pratiquement le coin ici. Mais une première chose que je vais faire, c'est d'aller regarder la hauteur de ma ligne d'horizon. Et je vais le voir par exemple au niveau des meubles, des portes ici, et je vois, si j'avais un personnage ici, il serait à peu près à cette hauteur-là, donc je dois être sensiblement à 1,50 m par exemple. Donc si ma porte fait 2,20 m de haut, j'ai peut-être 1,50 m, 1,55 m. Donc ma hauteur, je peux la définir ici, ça ce sera la hauteur de ma caméra, je vais mettre à 1,55 m. Je verrouille cette valeur-là, et je peux utiliser, si je veux, ces valeurs-là, je vais aller un peu plus vite ici, pour, pourquoi pas, positionner le coin de ma grille au coin de ma pièce dans un sens et dans l'autre. Peut-être difficile d'être extrêmement précis, je vais mettre les valeurs entières, moins 350 et moins 770. Je verrouille ces positions-là. Je verrouille aussi la longueur focale qui ne représente peut-être pas grand-chose dans la réalité, étant donné qu'on n'a pas ici des dimensions de notre capteur et un f-stop qui correspondent à notre caméra du caméraman du film, mais on a maintenant enfin défini la position définitive de notre caméra dans l'espace. Alors je peux faire une petite chose en plus ici, c'est mettre un bookmark. Le bookmark, c'est en fait un nouvel onglet ici. Je sélectionne ma caméra, je devrais avoir un onglet quelque part ici. Voilà, Camera View, qui enregistre toutes les positions de ma caméra. Donc c'est une autre manière d'enregistrer nos valeurs. Je pourrais aussi verrouiller la caméra ici, ça aurait verrouillé de la même manière mes attributs. Alors je vais encore montrer une dernière petite chose avec les caméras. On est dans cette caméra, dans cette vue-ci, et éventuellement on va vouloir travailler par exemple sur le fauteuil ici, qu'on ne voit peut-être pas très bien, donc on aimerait bien pouvoir zoomer dans l'image. Ici notre caméra elle est bloquée en mouvement, j'ai verrouillé tous ces attributs. Donc il me reste une possibilité qui est l'équivalent de venir faire, c'est un Camera Tool qui est ici le 2D Pan Zoom Tool, qui est l'équivalent de venir sur votre écran d'appareil photo, venir zoomer ou venir vous déplacer avec les flèches sur votre image. Donc j'ouvre ces attributs et je trouve deux possibilités ici, soit de zoomer avec mon outil, soit d'effectuer un pan. Alors j'ai un petit bouton ici qui va m'activer, me désactiver ce mouvement secondaire donc c'est vraiment le mouvement sur l'écran que je peux activer, désactiver avec ce paramètre-là. Alors tout ça en fait va se retrouver dans des paramètres qu'on va trouver ici. Et il faut bien avouer que venir chaque fois qu'on veut faire ce genre de mouvement, passer par le menu ici, retrouver notre outil, réouvrir ses options, choisir l'une ou l'autre l'un ou l'autre des deux mouvements, c'est pas vraiment très pratique. C'est pas beaucoup plus pratique de chaque fois devoir resélectionner sa caméra et de venir retrouver cette zone-là et de jouer avec ces paramètres-là. On aimerait bien avoir ces attributs-là ici, dans notre caméra. Ce sera peut-être le moyen le plus facile de s'y retrouver. Donc je vais venir dans le Channel Control. Pour le moment, ce que je vois, c'est le dessus ici. Donc je vais venir sélectionner le shape de la caméra, j'ai une autre liste ici et je vois apparaître ici l'équivalent de la liste ici. Alors il y a des attributs que je peux faire disparaître, qui ne m'intéressent peut-être pas, genre le centre d'intérêt, le focus distance. Je vais faire disparaître toute une série d'attributs qui ne sont pas vraiment intéressants pour nous. Donc on va maintenant choisir dans la liste une série d'attributs, je les ai déjà présélectionnés, d'attributs de notre caméra ici qu'on voudrait voir apparaître ici. Donc, vous pouvez en mettre tant que vous voulez. Moi j'en ai sélectionné quelques-uns, le Gate Mask et le Gate Mask Opacity, Far Clip Plane et Near Clip Plane en bas. Alors le Horizontal Pan et Vertical Pan, qui sont donc les deux paramètres qui vont nous intéresser ici. La petite case à cocher
qui correspond donc à notre bouton qui désactive le zoom, c'est le pan zoom enabled et donc horizontal pan, vertical pan, et enfin la valeur du zoom ici. Donc je les fais glisser ici, ils apparaissent dans ma liste ici, et donc maintenant je vais pouvoir très facilement activer, désactiver mon zoom dans l'image. Je vais pouvoir utiliser mes champs ici comme des glissières, si mon zoom est activé évidemment. Je vais pouvoir utiliser ceci comme des glissières pour naviguer dans mon image ou zoomer, et donc je me retrouve avec un système plutôt pratique pour venir travailler et me concentrer sur une zone sans avoir à utiliser mes autres outils. Donc je peux à tout moment décider de revenir sur mon image par ici. Alors je peux utiliser le Get Mask, donc là il est activé, et avec l'opacité je peux masquer ce qui est autour de ma scène très facilement, ou le mettre de manière un peu moins présente, et donc je me retrouve avec un système ici. Je vais verrouiller cette valeur là. Je me retrouve avec un système qui est plutôt assez pratique à utiliser. Je verrouille tout ce qui risque de ne pas devoir changer, mais voilà, j'ai vraiment ces trois attributs-ci qui peuvent être vraiment pratiques à utiliser pour zoomer dans mon image. Donc on va encore un petit peu faire des réglages. Donc je vais masquer ma grille ici. Je peux masquer maintenant ce cube qui ne me sert plus vraiment. Donc, ça je pourrais le mettre même de côté dans un groupe. Je vais revenir ici dans un affichage plus simple. Ici je peux décider de masquer ma caméra. Donc, je peux aller dans le menu Show, masquer la caméra ici qui ne me sert pas. Mon image pleine, je reprends ma caméra et mon image pleine, je peux décider qu'il n'est visible que dans ma vue ici. Et je sais que je dois travailler dans ma vue perspective sur la grille, qui était placée sensiblement par rapport à au mur ici de ma scène. Et je vais pouvoir commencer à créer mes objets. On va commencer par voir comment créer les murs. Donc je vois que quand je trace, je suis directement, pratiquement bien mis sur la taille de ma pièce. Donc je dois aller par exemple jusqu'ici. Je peux aller en hauteur, chercher le haut de ma pièce ici. Et donc les murs que je vois, je vais garder uniquement ces murs-là. Donc je vais voir mon plafond, je ne vois pas cette face-ci qui est devant, je vais la supprimer. Et donc ma pièce est située grosso modo comme ceci. Donc, je peux toujours éventuellement venir réajuster un petit peu si jamais je ne suis pas tout à fait juste. Mais je vois que maintenant vraiment j'ai mon point de repère ici qui m'aide vraiment à travailler correctement. J'aurais peut-être pas dû effacer la face ici. Alors je vais séparer le sol. Donc, je vais détacher le composant, ou plutôt l'extraire, de manière à pouvoir utiliser le multicut ou le connect pour venir faire mes divisions ici et vérifier je vais venir avec mon outil connect rajouter des segments ici et je vois que je retrouve directement mes lignes de perspective. Je rajoute les deux edges ici et je connecte dans l'autre sens. Et on voit ici que étant donné que j'ai un truc qui est parfaitement quadrillé, je retrouve déjà très facilement mon sol ici. Alors on va regarder maintenant au niveau du lit, donc je vais me mettre en affichage où je vois peut-être un peu mieux. Je me rapproche un petit peu du lit ici pour mieux voir les choses. Donc je viens
sensiblement dans la bonne zone, créer un cube. Encore tout à fait bien disposé. Je vais venir le déplacer. Donc avec DV, je vais venir me mettre dans un coin ici. Et me déplacer. Je regarde dans la vue à gauche pour m'ajuster sur le point ici. Avec la mise à l'échelle maintenant, je peux trouver la longueur du lit. Donc je suis en train de regarder la longueur ici. Et je peux regarder la largeur, il est un peu plus large. La hauteur, on peut dire qu'il va un peu plus haut. Mon plan est peut-être pas assez loin, donc je vais peut-être devoir pousser un petit peu mes murs pour être vraiment juste. Mais voilà, mon encombrement de lit est sensiblement comme ça ici. Donc je pourrais mesurer le cube que j'ai. Si je vais regarder ici, j'ai un cube qui fait 2,70 de large, mais remultiplié, c'est pas très pratique. Mais voilà, je suis quand même dans approximativement des dimensions de 2 mètres et demi, comme ça pour les dimensions. Je vois que je modélise déjà avec des dimensions qui sont plus ou moins correctes. Donc je pourrais faire, je vais encore faire un ou deux objets pour vous montrer vraiment. Donc on va aller faire un fauteuil ici. Donc ça, je choisis un objet qui n'est pas orienté comme les lignes de ma scène. Donc je vais commencer, c'est pas du tout ça. Je vais commencer par créer un cube ici, positionner son pivot à la base et me déplacer pour me mettre sur un des pieds de chaise. C'est le premier point que je peux positionner facilement. Je vais faire ensuite une rotation pour m'orienter comme la chaise, mise à l'échelle. Et je joue peut-être encore un peu sur la rotation pour m'ajuster au mieux. J'ai un peu un problème que je ne vois pas vraiment exactement où est le premier pied ici, mais je viens plus ou moins de situer où est cette chaise dans l'espace, donc je pourrais déjà trouver sa hauteur. Je pourrais très rapidement avec un multicut rajouter de quoi faire une extrusion. Oups. Pour le dossier. Donc je pourrais évidemment affiner un peu tout ça. On va pas s'éterniser trop dans la vidéo. Mais je pourrais vraiment commencer à essayer de cerner vraiment ma forme. Alors je vais faire encore un autre exemple qui est un peu emblématique dans cette image. Donc je vais chercher mes outils de zoom pour aller plus à droite.
Et je vais regarder ici le cube. En fait, je vais carrément désactiver ça. Donc je vais essayer de créer le parallélépipède de 2001. Alors ici j'ai un problème, c'est qu'il est en hauteur. Donc je dois imaginer, quand je crée mon cube, que il se projette sur le plan à ce niveau-ci. Et donc je ne saurais probablement jamais le positionner exactement en ayant une seule vue, mais j'arriverai à un positionnement. Donc là c'est un cube qui est posé sur la grille. Je vais d'abord aligner avec cette ligne-là du coin. DV, je mets toujours mon pivot dans un coin. Et maintenant je viens jouer avec les mises à l'échelle pour trouver ça ici. Donc, je vous ai dit que je n'aimais pas trop les mises à l'échelle. Vous pouvez de temps en temps, si vous voulez, venir faire un freeze du scale. Ça va remettre des scales à 1. Et supprimer ici votre historique, Alt-Shift-D. Comme ça, vous avez un objet qui n'a plus de valeur de scale. Voilà, je vais terminer cette vidéo ici. Donc, pensez bien vraiment à l'idée, quand vous modélisez vos objets, de surveiller si vos objets doivent être posés au sol, en hauteur, etc. Donc, ça c'est important. Quand vous travaillez, c'est plus facile de travailler dans la perspective parce qu'on sait facilement tourner. N'hésitez pas à créer des displays au fur et à mesure pour pouvoir mettre par exemple en template la pièce, le sol. Donc ça vous facilite le travail pour commencer à ajouter les objets. Vous pouvez aussi créer, au fur et à mesure que vous créez les objets, vous créez un groupe, CTRL-G, et vous mettez le groupe dans un layer. Donc ça vous permet de mettre tout le groupe d'un coup, par exemple en référence. Ça vous évite de sélectionner ces objets-là, tout en référence ou tout au fur et à mesure en template. Comme ça, petit à petit, votre pièce se meuble, mais vous n'êtes pas trop encombré par l'affichage et par la sélection des différents éléments. Voilà, donc ce qui devrait vous permettre de faire un block-out de votre scène. Et je termine la vidéo ici.